Merci pour l'invitation. Donc, je vais séparer la présentation en deux parties. Une petite partie sur la polyradiculonévrite chronique et puis une autre sur la myasthénie. Alors, pour aller assez vite, je ne vais pas reprendre tous les critères des polyradiculonévrites chroniques. Ils ont été définis par les critères de l'EFNS. Et en gros, la polyradiculonévrite, dans sa présentation clinique typique, est une neuropathie d'évolution progressive avec un déficit proximal et distal, une atteinte fréquente des pairs crâniens, une aréflexie. Et on définit d'emblée des formes un peu plus atypiques, distales, asymétriques, focales affectant le plexus brachial, des formes motrices pures ou sensitives. Et pour faire un diagnostic de polyradiculonévrite chronique, il faut des critères cliniques et puis des critères de démyelisation à l'électromyogramme. Et éventuellement, si tous les critères ne sont pas remplis, on dispose d'un certain nombre de critères de support qui viennent étayer éventuellement ce diagnostic. Alors, la physiopathologie en fait, de l'affection, elle n'est pas très bien connue. Ce que l'on peut dire actuellement, c'est qu'il paraît assez clair que l'immunité cellulaire est impliquée dans cette maladie avec plusieurs mécanismes individualisés. Et il y a ce travail qui était assez intéressant où il avait été mis en évidence qu'il y avait quand même des anomalies du répertoire T dans cette maladie. Et puis l'autre élément assez intéressant, c'est que ces anomalies étaient partiellement réversibles sous traitement par immunoglobuline. Mais c'est aussi une maladie de l'immunité humorale avec en particulier ces dernières années l'identification d'un certain nombre d'anticorps, en particulier les anti-NF155 qui viennent en fait rompre la jonction de la cellule de Schwann au niveau des nœuds de Ranvier et expliquer certaines formes de polyradiculonévrite. Alors, avec une physiopathologie mal connue, on a forcément des traitements mal codifiés. Alors, ils ont été à peu près codifiés par un certain nombre de recommandations, mais finalement, la seule chose qui est bien codifiée, c'est les traitements de première ligne, avec des traitements par immunoglobuline, corticoïdes ou échange plasmatique, qui sont d'efficacité équivalente. Les recommandations, c'est de commencer par des corticoïdes ou des immunoglobulines, et si on est en échec d'une première ligne, de changer sur une deuxième première ligne. Là où les choses deviennent beaucoup plus compliquées, c'est à partir de la deuxième ligne, puisque, comme pour beaucoup de nos maladies neurologiques, on dispose d'un grand nombre de médicaments qui ont fait l'objet de très courtes études, de très mauvaises méthodologies, et finalement des recommandations qui ne nous classent pas ces diverses thérapeutiques. Et lorsqu'on regarde les recommandations, la greffe est suggérée comme étant une possibilité pour les cas les plus réfractaires. Mais on ne dispose pas de plus d'éléments. Et si on essaye de regarder un petit peu ce que nous disent les revues Cochrane sur les études qui ont une méthodologie à peu près correcte, vous voyez qu'on a très peu de patients pour ces divers thérapeutiques et qu'on a des taux de répondeurs qui sont somme toute relativement variables, mais finalement, les thérapeutiques qui ont montré une efficacité la plus importante en deuxième ligne, c'est l'endoxan, c'est le rituximab et ce sont les greffes. Alors, on a des thérapeutiques de première ligne, on a des thérapeutiques de deuxième ligne. Finalement, comment est-ce qu'on applique tout ça dans la vraie vie? Et j'ai trouvé intéressant de remettre un petit peu tout ça en perspective dans ce tableau. C'est-à-dire que là, on a des études qui viennent de pays relativement différents, donc des pratiques dans le monde assez différentes, et puis une évolution dans le temps. Et en fait, on voit sur ces groupes qui ne sont pas très importants malgré tout, que sur les suivis à long terme, en fait, l'handicap et les patients qui ont perdu la marche ou qui nécessitent une aide à la marche représentent en gros entre 10 et 20% des patients à terme, avec une mortalité qui n'est pas négligeable auprès de ces patients. Et puis l'autre élément qui est intéressant, c'est que finalement dans la pratique courante, vous voyez que malgré des taux de patients qui ont une altération fonctionnelle importante, très peu de patients ont eu des traitements de deuxième ligne dits efficaces au-delà de l'Immurel, puisque vous voyez que ça représente qu'à peu près 5% des patients. Donc il y a très probablement un sous-traitement important de ces patients, malgré un pronostic fonctionnel qui reste, pour certains patients, relativement réservé. Et donc, pour une maladie dont la prévalence est de 2 à 7 pour 100 000, probablement qu'il y a quand même des améliorations dans la prise en charge de ces patients à envisager. Alors, pardon.
Merci. Quelles sont les données de la littérature par rapport aux autogreffes? Donc il y a ce papier qui avait repris bien, alors je suis désolé, ça ressort un petit peu flou, mais il y avait 21 patients qui ont été publiés actuellement, avec en particulier la série de presse qui comptait 11 patients. Des conditionnements qui ont été pour la plupart réalisés par endoxan et sérum anti-lymphocytaire. Et ce qui est très important, c'est qu'en fait, il y avait dans ces études un taux de réponse qui était extrêmement important, avec malgré tout des rechutes qui sont possibles dans un peu moins de la moitié des cas. Et lorsqu'on regarde en fait un petit peu plus en détail la grosse étude, qui est l'étude de presse, on se rend compte que en fait, il y a une récupération qui est quand même vraiment significative, puisqu'on passe d'un score de ranking 4, c'est-à-dire des patients qui ont perdu la marche pour la plupart, à des patients qui sont sur un ranking moyen 1, mais vous voyez avec une variance de 0 à 3, c'est-à-dire qu'il y avait plus de patients qui avaient perdu la marche dans ces études. Et donc, c'est de là que sont venues les indications, les recommandations que nous avions produites de la société, avec un peu, de façon similaire à ce qui a été dit précédemment dans la sclérose en plaques. Le but, c'est de sélectionner des patients qui ne sont pas trop vieux, 65 ans, on a fixé comme limite, avec une maladie authentifiée, et puis surtout un score fonctionnel, en fait, pas trop grave, avec des patients qui avaient malgré tout, il faut qu'ils aient au moins perdu une fonction au niveau des membres supérieurs et que la marche soit anormale sans aide. Mais surtout, l'enjeu le plus important, c'est de définir les patients qui n'ont pas perdu trop d'atteinte axonale, c'est-à-dire pour lesquels il y a un potentiel de réversibilité. Et nous avons positionné en fait la greffe chez les patients qui sont en échec de traitements de première ligne et d'un traitement de deuxième ligne ou d'une contre-indication au traitement de deuxième ligne. Bien entendu, les non-indications d'un point de vue neurologique, c'est d'autres choses que les polyradiculonévrites, et puis c'est surtout la présence d'une perte axonale sévère que l'on a définie avec des données cliniques et électrophysiologiques. Le process est là aussi un peu le même que ce que l'on a discuté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut une collaboration très étroite entre le neurologue et les équipes de greffe, avec une présentation à RCP-MATEC qui va discuter en particulier de l'atteinte axonale et de la réversibilité potentielle des symptômes, avec une mobilisation préconisée sur de l'endoxan et un conditionnement endoxan-SAL. Et là encore, il y a un suivi très précis à mettre en place en collaboration. Il faut que les neurologues suivent de près ces patients en post-greffe. Et l'expérience française de ce qui a été pour l'instant publié, puisqu'il y a, je crois, 1 ou 2 cas supplémentaires, est celle-ci, avec donc 3 patients publiés, présentés en congrès, dont un qui avait fait une rechute. Le premier élément, c'est que dans l'expérience française, indiscutablement, il y a eu une amélioration puisque les scores ONLS se sont, pour la plupart des patients, nettement améliorés, avec en particulier, vous voyez, des patients qui sont, pour la plupart, libres de traitement. Mais peut-être une amélioration qui n'est pas aussi belle que ce qui a été vu dans la série de presse, parce que vous voyez que quand même en pré-greffe, c'était des malades qui avaient une pathologie vraiment très évoluée. Sur les scores ONLS que l'on a fixés, c'est 3 ou 4. Et donc là, vous voyez qu'on est sur des scores qui sont déjà très élevés, qui sont ici les scores, mais avec un délai par rapport à la greffe qui était très prolongé, qui explique probablement une atteinte axonale sévère, rendant compte un petit peu de ce délai. Là, je vous ai mis juste une petite vignette clinique sur une patiente un peu particulière qu'on vient d'être amenée à greffer, qui est une patiente de 39 ans que l'on avait confiée également à nos collègues de Bicêtre, qui a une histoire qui
qui nous a beaucoup interpellés. Janvier 2018, elle commence une ataxie proprioceptive et tout va très très vite avec une ataxie devenant majeure, une diplégie faciale, une ophtalmoplégie, une aréflexie, des troubles de la déglutition, un syndrome restrictif, une tétraparésie et finalement tout ça s'installe avec une résistance totale à l'ensemble de nos thérapeutiques. On l'avait confié également donc à nos collègues parisiens parce que l'absence de toute réponse au traitement, malgré le fait qu'on était convaincu qu'il s'agissait d'une polyradiculonévrite, était un élément un peu perturbant par rapport à ce diagnostic. Et finalement, cette patiente a présenté une détresse respiratoire. On était obligé de la trachéotomiser. On l'a passée en RCP MATEC. Et donc, c'est le cas un peu particulier d'une patiente qui a été greffée alors qu'elle était trachéotomisée. On était un peu en sauvetage, une mobilisation avec une infection, voilà. Mais finalement, tout s'est plutôt bien passé. Cette patiente-là, actuellement, est en phase d'amélioration, avec une amélioration assez nette de la diplégie faciale, de l'ophtalmoplégie. Elle remobilise les membres supérieurs, la déglutition est revenue. Et pour l'instant, la ventilation n'est que nocturne. Elle n'est pas encore détrachéotomisée, mais vous voyez que c'est une histoire relativement récente. Et donc, pour conclure juste sur les polyradiculonévrites, ce qu'on voit, c'est qu'on est au moins sur une thérapeutique équivalente en termes d'efficacité au rituximab et à l'endoxan, avec un potentiel thérapeutique qui, pour l'instant, dans les recommandations, est en toute dernière ligne de ce que l'on peut être amené à faire, mais qui, quand même, est probablement à repositionner différemment, d'autant que on voit que c'est une thérapeutique qui nous amène des patients libres de traitement, ce que l'on ne voit pas, évidemment, avec les autres traitements de deuxième ligne. Il faut traiter tôt, avant la perte axonale, et il faut bien sûr maintenant mettre en perspective ce qui a été montré juste avant, que la morbidité autour des greffes a quand même nettement diminué dans les maladies auto-immunes. Alors sur la question sur la myasthénie, vous avez vu tout à l'heure dans les données du registre européen, il y a 9 malades greffés, je crois, dans le registre. La myasthénie, c'est une maladie qui est beaucoup plus prévalente, puisque c'est 20 pour 100 000, avec un début qui est habituellement assez jeune, avant 40 ans, et une maladie qui est liée à des anticorps qui viennent se déposer sur divers constituants de la jonction neuromusculaire, avec dans 85% des cas des anticorps anti-récepteurs à l'acétylcholine, 6% anti-MuSK, 1% anti-LRP4, une petite frange où on ne sait pas déterminer les anticorps. Alors, l'histoire de cette maladie, c'est à peu près 20% de patients qui peuvent avoir une rémission spontanée dans les 1 à 2 ans. Et puis, tout le reste des patients, en fait, sont pour la plupart dépendants du traitement, puisque vous voyez que le taux de rémission à 2 à 3 ans après le début du traitement, c'est 30 à 50%, ce qui veut dire que la plupart des malades vont rester toute leur vie pendant de très nombreuses années sous traitement. Et je pense que déjà, c'est un point important à mettre en avant. La deuxième chose, c'est qu'il y a à peu près 10 à 15% de patients dits réfractaires, c'est-à-dire avec un contrôle imparfait des symptômes malgré l'utilisation de traitements de première et deuxième ligne. Troisième idée qui est importante, c'est que c'est une maladie qui est surtout mortelle sur les premières années, qui est particulièrement instable sur les 3 premières années. Vous voyez que certaines séries anciennes faisaient état de 9% de mortalité sur la première année, alors qui s'est, je pense, un petit peu améliorée. Les options thérapeutiques, les corticoïdes, 80% de patients répondeurs, mais en fait un très haut niveau de corticodépendance chez ces patients. La thymectomie est une option thérapeutique qui vient également nous aider. Et puis on retombe exactement comme pour les polyradiculonévrites avec une flopée de traitements de deuxième ligne disponibles. L'Imurel qui est un traitement qui permet d'apporter assez fréquemment une rémission chez les patients mais au prix de nombreuses rechutes et qui est un traitement qui est surtout intéressant pour l'épargne cortisonique. Beaucoup d'immunosuppresseurs pour lesquels on a un très faible niveau de preuve, et puis une place qui devient grandissante du rituximab, mais qui est de plus en plus utilisée dans les divers services, mais avec un niveau de preuve qui est extrêmement faible, en dehors des anti-MuSK, où je crois que là, les choses ne se discutent pas, c'est un très bon médicament pour cela, mais vous voyez que finalement, sous rituximab, on ne sort à terme, au bout de 2 ans, que 20% de patients libres de traitement. Plus récemment, l'éculizumab vient d'obtenir l'AMM qui permet de diminuer le score de gravité, mais il n'y a pas dans ces études de rémission. Alors, qu'est-ce qu'on sait en fait de la greffe dans la myasthénie? On sait ce que nous donnent les études. On dispose simplement de ces 9 cas.
Des patients qui ont été greffés avec des délais importants, on est en années. Des malades qui étaient graves, avec des scores, en fait, 3, c'est des patients qui nécessitent une aide, 5, ça veut dire qu'ils sont intubés, ou qu'ils l'ont été. Des malades qui ont reçu énormément de traitements immunosuppresseurs, vous voyez, de 4 à 9, et une grande partie avait été thymectomisée, et des suivis au long cours avec des mobilisations qui ont été essentiellement sur l'endoxan, par contre des conditionnements qui ont été assez variables dans ces études. En termes d'efficacité, on retrouve en fait une efficacité qu'on ne voit jamais habituellement dans les traitements de deuxième ligne, c'est-à-dire que vous voyez que dans la totalité des patients étant en rémission complète, à l'exception de ce patient chez qui il restait simplement une petite diplopie, je vous rappelle que c'était un grade de 5 intubé, et surtout que tous les patients sont libres de traitement à terme, c'est-à-dire une rémission sans traitement avec des durées de suivi qui sont somme toute relativement longues, qui sont au-delà de 2 ans, ce qui en fait quand même un traitement dont l'efficacité n'a aucune commune mesure avec ce que l'on voit sur les traitements de deuxième ligne. Une faisabilité, puisque malgré le fait que c'est des patients extrêmement fragiles sur le plan respiratoire, encore une fois, c'est des patients qui ont fait l'objet de nombreux séjours en réanimation pour des décompensations respiratoires, mais finalement, il n'y a pas eu de décompensation majeure dans ces séries. Une bonne tolérance, et puis surtout ce taux de patients en rémission complète qui porte quand même à s'interroger sur le positionnement de cette thérapeutique, encore une fois avec des patients qui, dans le meilleur des cas, restent dépendants d'une thérapeutique pendant 20-30 ans. Notre expérience, c'est cette jeune patiente qui avait une histoire elle aussi qui était un peu dramatique. Je la rencontre à l'âge de 15 ans alors qu'elle est intubée pour une détresse respiratoire. Elle rentre dans la maladie par une détresse respiratoire. D'emblée, sa myasthénie ne va pas bien, elle est thymectomisée dans l'année qui suit, et puis derrière, elle va rester très grave avec en fait une patiente qui est quasiment tout le temps hospitalisée pendant 2 ans, soit dans le service, soit en réanimation pour de multiples décompensations. Malgré toutes ces thérapeutiques, elle est totalement déscolarisée, et on décide donc de la présenter à la RCP avec une mobilisation faite par de l'endoxan, un conditionnement qui ne va pas très bien se passer puisqu'elle va faire une complication respiratoire au SAL, où elle va être intubée pendant 3-4 jours, où elle ne sera vraiment pas très bien, puis les choses vont vite évoluer rapidement. Alors, contrairement à ce qui a été montré dans la série, nous, on a eu chez elle une petite rechute à 1 an, c'est-à-dire qu'elle est devenue asymptomatique très vite derrière la greffe. À 1 an, on a eu une petite diplopie, une faiblesse, on a retraité par des immunoglobulines, et actuellement, il s'agit d'une patiente qui est totalement asymptomatique. Juste de façon amusante, 3 mois après la greffe, j'ai reçu à 4 heures du matin un SMS de sa part, parce que c'était la première fois qu'elle allait en boîte de nuit. Elle voulait m'en informer à 4 heures du matin, c'est bien aimable. Donc, il y a quand même une question autour du positionnement de la greffe dans la myasthénie, parce que c'est une thérapeutique, encore une fois, qui a une efficacité remarquable. Alors, bien sûr, à pondérer avec les risques liés à ce traitement, mais encore une fois, des patients libres de traitement dans la myasthénie, ce n'est pas quelque chose que l'on a fréquemment. Une bonne tolérance sur le plan de la myasthénie. On n'a pas l'impression que le conditionnement et tout ça viennent modifier l'état de la myasthénie. Pour l'instant, il n'y a pas de rechute tardive publiée, mais nous, on a eu une petite rechute chez notre patiente. Et donc, il faut absolument évaluer le positionnement. Alors, le mécanisme d'action, ça, par contre, je ne sais pas comment ça marche, puisque notre patiente a toujours des taux d'anticorps antirécepteurs qui sont au-delà de ce que peut quantifier le laboratoire et qui n'ont pas changé après la greffe. Je vous remercie.